et un glorieux avenir. Et la dame de la Motte? Une intrigante de mauvaise vie qui faisait tout pour approcher la reine. Le roi marmonna des propos indistincts et déploya une carte marine qui concentra toute son attention. Il releva la tête et posa un doigt sur le pourpoint de Nicolas. « Parlez-moi net, » dit-il d'un ton rogue. « Peu, hormis vous, osent s'y risquer. Que faut-il faire du cardinal? Fallait-il le déférer devant le Parlement pour un procès public? Il l'a lui-même réclamé. » Il y eut un temps de silence. Le roi jouait avec un compas, mesurant avec une feinte application des lieux marines sur la carte. « La reine le veut, la reine l'exige. L'outrage est tel qu'elle est en droit d'exiger une éclatante réparation. Considérez l'injure, son énormité. Et cette réparation, elle la veut publique. Votre avis, Ranreuil? » L'inquisition était si brutale qu'il était hors de question de s'y soustraire. « Ah, sire, votre majesté m'oblige à lui dévoiler ma pensée au risque de lui déplaire. Le mal est fait. J'estime, pauvre sujet que je suis, que dès l'instant où un nom auguste était mis en cause, que dis-je prononcé, et quelles qu'en puissent être les suites prévisibles, il fallait étouffer l'affaire dans l'œuf. Au besoin, jeter les complices médiocres dans des in pace et le cardinal au fond d'un monastère. Le roi est le détenteur suprême de toute justice. Car que voyons-nous, sire? Une grande famille sur le pied de guerre pour défendre l'un des siens, un parlement rétif à condamner celui qui s'en remet à son jugement. Le royaume est scandalisé, l'opinion divisée et les puissances trop satisfaites d'une affaire qui abaisse le nom français à l'extérieur. Le mal est fait, hélas. Comment y pourvoir désormais? Le roi n'avait rien répondu. Il soupirait et froissait jusqu'à la déchirer, la planche qu'il feignait de consulter. Il avait congédié sans un mot un Nicolas navré. Les mois qui suivirent furent difficiles pour le commissaire. Conséquence de l'animosité que lui portait Breteuil, ministre de la Maison du Roi, le Noir fut déchargé de ses fonctions de lieutenant général de police et se cantonna à ses fonctions de bibliothécaire du roi. Ses relations avec Calonne avaient sapé sa position auprès de la reine, qui s'était détachée du contrôleur général après l'avoir d'abord appréciée. Breteuil lui avait suggéré que le Noir la faisait espionner. Thiroux de Crosne s'était installé le 13 août 1785. Il avait supplié son prédécesseur de faire un mois d'apprentissage à ses côtés. De fait, ce fut Nicolas qui hérita assez vite de ce rôle de mentor, ingrat s'il en fut. Le nouveau lieutenant général avait quitté à contre-cœur son intendance de Rouen au profit, disait-il, d'une magistrature si compliquée, si variée, si difficile. De prime, il regarda Nicolas comme l'unique sauveur capable de lui éviter les faux pas d'une position nouvelle pour lui et qui n'avait pas ambitionné. Nicolas n'appréciait guère cette situation. Un soir, il s'en était ouvert à M. de Noblecourt. « Je demeure prudent devant les ouvertures suaves de mon nouveau chef. Il est réputé austère, de mœurs irréprochables et d'un esprit doux et conciliant. Au reste, mes relations avec lui se sont nouées aisément. Mais, je vous sens réticent. J'aime qu'on ordonne et l'homme n'en possède pas la capacité. Allons, nous voilà à bon compte. Plaignez-vous d'être trop bien servi. Le nouveau lieutenant général est bénin et circonspect. La belle affaire. Avez-vous assez supporté les avanies et algarades de Sartine et j'omets l'affreux Albert? Oubliez-vous une chose? Vous n'en avez toujours fait qu'à votre tête. » Nicolas éclata de rire. Riez donc, mais considérez, je vous prie, la crainte que peut éprouver ce nouveau venu confronté à un adjoint tel que vous. Une longue et glorieuse carrière, une réputation à laquelle s'ajoutent des relations à la cour et dans la famille royale. Peste! Ne pensez-vous pas que cela le peut intimider? C'est étrange, dit Nicolas, poursuivant son propos. Sa figure sévère peut tromper son monde. La douceur de grands yeux noirs et le dessin d'une bouche marquée d'une certaine mollesse démentent la première impression de fermeté. Cependant, mon souci demeure. D'expérience, j'ai vite pris conscience que Crosne est dans l'incapacité, sinon dans l'impuissance, de décider. Il hésite et tergiverse sur chaque chose. Et toutefois, il approuve tout ce que je tranche à sa place, sans jamais regimber ou en prendre ombrage.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.